Merci beaucoup. Merci de votre invitation, Monsieur Skinezzi. Merci à tous les participants et bonjour. Désolée du difficultés techniques qui se sont résolues. J'espère que vous m'entendez tous bien. Oui, parfait. La réponse est oui. Très bien. On y arrive toujours. Pas toujours quand on voudrait, mais ça marche. Exactement. Je vais présenter effectivement ici quelques réflexions qui sont issues de l'expérience que j'ai partagée avec François Bricaire depuis fort longtemps, puisque mon expérience des épidémies démarre en 1982 quand j'entre à l'hôpital Claude Bernard en même temps que le premier patient atteint de sida. Voilà. Et ce que nous avons ce que je vais vous présenter ici est extrait de deux actions plus récentes qui ont été d'une part la création de la mission COREB nationale, coordination du risque épidémique et biologique, COREB. COREB, c'est pareil que COMIE, ce sont les maladies infectieuses émergentes. Hein. Et puis, la deuxième volet de notre réflexion qui s'intègre dans un champ complètement intersectoriel, qui est le séminaire maladies infectieuses émergentes émanant du rapport du Haut Conseil de santé publique. Voilà, la première diapositive, s'il vous plaît, merci. Oui, la suivante, c'est ça. Voilà, donc ce qu'il faut d'abord bien entendre, c'est qu'une maladie infectieuse, par définition, est une maladie transmissible, c'est inhérent à sa nature. Et le deuxième point particulier, c'est que les nouvelles maladies infectieuses, qu'elles soient vraiment nouvelles ou qu'elles réapparaissent, qu'on appelle donc les maladies infectieuses ou réémergentes, ont deux caractéristiques qui leur sont spécifiques, et c'est qu'elles conjuguent à la fois des caractéristiques de contagiosité et donc une dimension collective, et puis des caractéristiques de gravité. Et c'est la conjugaison de ces deux caractéristiques qui fait l'ampleur des conséquences de ces situations, avec d'une part un impact sur la santé et la qualité de vie des patients, l'enjeu individuel, et par ailleurs, très vite, vous l'avez bien vécu ces temps-ci, la panique et la désorganisation sociale et la crise sanitaire. La suivante, s'il vous plaît, merci. Je vous illustre ici, extrait du rapport du Haut Conseil, le fait que l'homme vivra jusqu'à la fin de ses jours avec des nouveaux agents infectieux, dont des nouveaux virus. C'était la courbe qu'avait élaborée Jean-François Guégan dans le rapport, qui montrait que d'ici 2020, à l'époque, le rapport est en 2010, il y aurait entre 40 et 560 nouveaux virus. Donc, ce n'était pas très étonnant que le Covid émerge récemment. La suivante. Merci. Donc, peut-être pour vous rappeler qu'une maladie nouvelle, une maladie infectieuse nouvelle, la représentation que nous nous en faisons aujourd'hui, c'est que non seulement il faut considérer l'hôte, l'homme, l'agent étiologique, le coronavirus, mais il faut considérer que ces êtres-là vivent dans un environnement et qu'il y a toute une série de facteurs environnementaux, dont climatiques, mais pas seulement, bien entendu, qui interagissent dans des états d'équilibre dynamique instables et qui fait qu'à un temps donné, dans des conditions données réunies, eh bien, il va se créer la situation favorable pour qu'émerge un nouvel agent infectieux. Ces nouveaux agents infectieux, actuellement, ils proviennent de ce que l'on sait dans plus de 50% des cas du monde animal et 40% des cas du monde environnemental. Un déterminant essentiel de l'émergence des nouveaux agents infectieux, il y en a de multiples, vous allez le voir dans la prochaine diapositive, mais c'est la consommation. Et la consommation est représentée sur cette diapositive par l'image en haut à droite qui représente les aéroports de la planète, donc les voyages, et puis en dessous, la consommation des antibiotiques. Et je n'épiloguerai pas sur l'antibiotique le plus consommé de façon totalement inappropriée et dévoyée qui est caché sous la flèche bleue. Je vous laisse deviner. La suivante, s'il vous plaît.
Donc voilà, pour vous montrer que c'est en effet complexe. Ce n'est pas étonnant la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà la représentation de l'émergence du virus Endra. Et vous voyez, je vais très vite, mais qu'à partir d'un changement climatique global en haut à droite de la figure, toute une série de facteurs, de niveaux, de déterminants différents dans le temps et dans l'espace qui finalement aboutissent à une maladie tout en bas au milieu, d'abord chez les chevaux, et puis du monde des chevaux passe à l'homme. Voilà, donc c'est un phénomène complexe, multifactoriel, et ceci explique les situations dans lesquelles donc, nous nous trouvons aujourd'hui. La suivante, merci. Ça justifie, pardon, excusez-moi, je recule un instant, je reviens. Ça justifie absolument la démarche que vous faites et que nous faisons tous actuellement, c'est-à-dire de travailler dans des approches intersectorielles, intégrant les aspects anthropologiques, sociologiques, politiques, écologiques, etc. C'est le sens du séminaire que nous animons de notre côté. La suivante. Merci. Alors, 2 mots de la mission COREP pour vous montrer comment une épidémie, c'est fait de patients, c'est l'unité élémentaire, et que si on ne prend pas à charge les patients de façon appropriée, l'ensemble du système va déraper. La prise en charge des patients donc, a été en première ligne de notre réflexion dans le cadre de cette mission de coordination du risque épidémique, et elle s'est appuyée sur 3 trépieds. L'élaboration d'une procédure générique de prise en charge pour les patients, l'élaboration d'un référentiel de formation pour les nouvelles maladies infectieuses émergentes et un référentiel technique pour l'organisation et la préparation des établissements de santé. La suivante, s'il vous plaît. Alors, voici la procédure standardisée de prise en charge devant un patient suspect d'être infecté par une nouvelle maladie infectieuse. C'est ce qui s'est exactement passé donc, le 8 janvier quand Santé publique France nous a appelés en disant « Oh là là, vous avez vu ce qui se passe en Chine, préparez une procédure pour l'accueil des premiers patients ». Et cette procédure est structurée de la façon suivante. Elle a pour objectif de conjuguer, comme je vous l'ai dit, les mesures individuelles, puisqu'on enseigne aux étudiants en médecine que l'avenir d'un malade dépend du premier médecin qui le voit, avec les mesures collectives, et l'on peut, de façon humoristique ou caricaturale, disons, dire que l'avenir d'une épidémie dépend en partie des premiers soignants qui voient les premiers malades. Dans cette procédure, nous avons essayé de hiérarchiser et de conjuguer les 2 types de mesures, celles qui concernent le soin des patients et la protection de la collectivité, avec ces 5 messages forts. Premièrement, dépister. Si on ne dépiste pas le patient suspect, rien ne va. Dès qu'on dépiste, on protège autour du patient. Un malade, on le prend en charge, il est venu au système de santé pour cela. Il faut dès que possible alerter les autorités sanitaires et puis il faut que le patient soit orienté ensuite dans la bonne structure de prise en charge. La suivante. Merci. Dans cette procédure générique, non, je peux bien là, un instant, dans cette procédure générique, il y a des mesures de protection des patients et des professionnels qui s'adaptent qui sont des mesures valables pour n'importe quel nouvel agent en première approche. C'est grossier, hein, mais c'est ce que l'on peut faire de commun, au moins au début, avec donc des recommandations pour le soignant concernant l'usage des solutions hydroalcooliques, l'utilisation d'un masque FFP2, une surblouse, des gants, et dès qu'un patient est suspect, les solutions hydroalcooliques et un masque chirurgical pour le patient. À partir de cette procédure générique, bien entendu, dès que survient un nouveau virus, et c'est ce qui s'est passé là pour le Covid, s'élaborent des procédures spécifiques de prise en charge adaptées aux connaissances que l'on n'a quasiment pas au début. Donc, vous imaginez bien la difficulté et l'évolutivité de toutes ces procédures, connaissances que l'on a acquises sur la maladie. La suivante, donc. Merci.
Voilà, donc on ne va pas détailler ça, c'est simplement le type de fiche qui est mise en ligne et diffusée auprès des soignants. Voilà la fiche qui était le 22 janvier en ligne pour Covid, mais que j'ai transformée parce que c'est ce que l'on nous demande, bien entendu, en une fiche qui est repérer et prendre en charge un patient suspect d'une infection à virus respiratoire émergent, quel qu'il soit, avant même d'avoir pu aller au bout de son identification. Voilà, la suivante, merci. La formation est absolument clé puisque les connaissances manquent dans ces situations. Elles se construisent en même temps qu'on enseigne, c'est de la construction collective qui s'appuie à la fois sur l'expérience des personnes en contact avec la situation, bien entendu, et sur le développement des connaissances. Et vous savez combien le développement des connaissances peut prendre du temps, puisqu'il faut des démarches structurées de recherche pour pouvoir stabiliser des connaissances fiables. Donc la formation est essentielle. Et à titre d'illustration, voici le message simple que l'on diffuse partout pour les soignants. Chez un patient qui arrive avec de la fièvre et qui a possiblement été exposé à un nouvel agent, qu'il revienne d'un pays où circule le virus ou qu'il ait eu un contact à risque, eh bien, ce patient est considéré comme suspect, entre guillemets, jusqu'à preuve du contraire. Il est protégé, isolé. La première chose à faire est d'assurer les soins vitaux, bien entendu, s'il y a des troubles respiratoires, des troubles circulatoires. Et puis, il faut, dès que possible, alerter pour que l'ensemble du système puisse mettre en place la réponse. La suivante. Merci. Alors, je ne peux pas résister à la tentation de vous faire le point, puisqu'on m'a demandé de parler d'évolution du traitement de la maladie Covid-19. Le traitement de ces maladies comporte toujours plusieurs volets. Et le premier et l'essentiel, c'est le sens de la médecine, c'est le traitement symptomatique. La médecine, c'est soulager toujours. Guérir parfois, quand on peut, mais soulager toujours. Donc le traitement symptomatique qui consiste à traiter les gènes, les inconforts, les dysfonctions, il doit toujours être considéré à sa juste place. C'est comme ça qu'ont été identifiées la nécessité de donner des traitements pour éviter les embolies pulmonaires, vous avez sans doute entendu ça. Bien sûr, les mesures de réanimation, puisque ce virus aboutit à une atteinte pulmonaire qui s'étend et qui conduit à une défaillance respiratoire. Vous savez que récemment a été établi l'intérêt de la corticothérapie dans les formes graves, dans des travaux de recherche qui sont publiés il y a peu de temps. Donc, vous voyez le temps que cela a pris par rapport au mois de janvier. Et puis ce matin, je suis désolée, mais merci monsieur Elisabeth, vous êtes incroyable. J'ai rajouté, ce qui était la nouvelle du matin, les résultats qui concernent le tocilizumab, qui était en investigation et qui fait l'objet de 3 publications, dont 2 qui semblent suggérer qu'il a un intérêt sur cet orage cytokinique qui caractérise les formes graves de la maladie. Et puis, bien entendu, et dans le cadre de ce traitement qui vise à soulager, il ne faut pas méconnaître les soins palliatifs, la démarche d'accompagnement et de soulagement, de considération de la volonté des personnes malades, qui est là aussi l'essence même de la médecine. Ces traitements doivent être bien entendu mobilisés à la phase aiguë de la maladie, mais vous savez qu'il y a actuellement un certain nombre de patients qui consultent avec des manifestations à distance et qu'il faut également prendre en charge. Alors, bien entendu, il faut traiter les autres infections à la fois à titre de traitement d'épreuve pour exclure le diagnostic de maladies simples, et puis parce que exceptionnellement, elles sont associées, exceptionnellement. Et puis, bien entendu, le traitement curatif qui voudrait guérir l'infection, hein, donc les antiviraux spécifiques. Antiviraux spécifiques, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il faut avoir le courage de le dire et de l'écrire. C'est très difficile à faire comprendre. C'est quand même nécessaire si l'on veut avancer. Et un papier en préprint de l'essai international conduit par l'OMS Solidarity avec 11 000 patients, vient en effet de confirmer que plusieurs des produits antiviraux qui étaient en cours d'investigation n'ont pour l'instant démontré absolument aucune efficacité dans le contexte.
Le plasma de convalescent est est en étude pilote et fait l'objet d'un usage compassionnel pour les patients graves en réanimation. C'est une petite piste. Et puis, il y a des pistes qui devraient s'ouvrir avec des nouveaux antiviraux, des nouvelles stratégies fondées sur la meilleure compréhension de la composition du virus, les anticorps monoclonaux en particulier. Alors, le vaccin, bien sûr, tout le monde parle du vaccin. Vous savez qu'ils sont plus de 100 candidats. Est-ce une solution ? Possiblement, bien entendu, mais il y a la question du délai que nous ne maîtrisons absolument pas. Personne n'est capable de dire. Vous avez vu comment on dit, et puis qu'en fait, il y a des essais qui s'arrêtent très vite. Il y a des enjeux de concurrence et de coopération internationale. Vous imaginez cela derrière, et c'est le rôle de l'OMS d'essayer d'apaiser ou d'atténuer ça, d'accès équitable aux vaccins. Et puis, il y a des enjeux concernant la qualité de la production de l'immunité cellulaire, humorale, au niveau des muqueuses, et aussi la possibilité, quelquefois, que les vaccins provoquent l'apparition d'anticorps qui ont des effets plutôt négatifs. Il faut absolument, bien sûr, caractériser tout cela avant de commercialiser un vaccin. Voilà, c'est en tout cas une piste d'espérance aujourd'hui. La suivante, merci. Alors, vous allez me dire, bon, mais alors, que va-t-il advenir de cette pandémie? Eh bien, je le regrette de vous dire que je ne sais pas. Les prévisions sont quasi impossibles. Elles s'appuient sur les expériences d'épidémies antérieures. Elles dépendent de la circulation du virus. Vous voyez des chiffres partout, de l'immunité de groupe, dont on sait encore les incertitudes. Et puis les scénarios sont extrêmement divers et variés. Donc vous avez ici représenté les évolutions de la grippe dans les différents pays, différentes périodes. Vous voyez des rebonds, des deuxièmes vagues, des clusters isolés. Comment gérer face à cette incertitude? Eh bien, il faut sans doute essayer de naviguer en allant du principe de précaution à celui de réalité. Et celui de réalité, vous savez qu'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre que nous allons avoir à vivre avec ce virus, comme nous vivons par ailleurs avec un grand nombre d'autres agents infectieux sans que personne n'en parle du tout. Nous sommes entourés d'agents infectieux. Donc, il s'agit d'un risque qui apparaît inévitable actuellement, et il va falloir surveiller et expliquer bien sûr l'évolution au fur et à mesure des temps, et donc reconduire ce type de rencontres et de discussions pour pouvoir accepter et s'adapter progressivement au vivre ensemble. La suivante, merci. Alors, voilà un mode, oui, la suivante. Merci. Voilà pour illustration un mode d'évolution imprévisible. Hein, c'est l'épidémie de MERS 2012-2020, encore d'ailleurs au Moyen-Orient, hein, virus du Moyen-Orient, une épidémie qui, première vague, s'éteint, des bruits de fond qui restent localisés au Moyen-Orient, et puis un jour, massivement, la Corée du Sud, un rien suffit. Un patient aux urgences d'un hôpital en Corée du Sud, un agent de sécurité qui navigue dans le couloir non masqué, 186 cas. C'est totalement imprévu. C'est totalement imprévu. C'est la suivante. Merci. Alors, on essaye de prévoir, voilà le type de prévision qui a été faite pour la pandémie grippale en 2009. Hein. On avait il y avait des antiviraux de la grippe, donc on a dit il faut en mettre des réserves de côté, et on avait fait des stocks dans tous les pays, comme vous voyez, la France étant en tête, elle était cette année-là aussi le championnat du foot. Et donc, on avait fait 2 fourchettes, 29% de stockage si on considérait seulement le traitement, et si on voulait aussi faire de la prévention, eh bien 57% de médicaments à stocker. La suivante. Alors, dans ce contexte d'évolution incertaine, eh bien, on ne peut que essayer de contribuer à une réponse globale, s'appuyant sur des éléments documentés, et c'est difficile, vous avez compris, ça prend du temps, proportionnés et flexibles. Il faut bien admettre que, certes, il faut s'occuper de cette pandémie,
Covid, mais je voudrais quand même rappeler que sa mortalité, qui dépend du nombre de personnes testées, est faible. Bien sûr, elle est trop importante, il y a un trop grand nombre de patients qui sont décédés, ça ne fait aucun doute, mais la mortalité globale de la maladie est faible et c'est quand même un point qu'il faut considérer compte tenu de la disproportion, d'une certaine façon, de l'animation médiatique et des conséquences néfastes que cela a, car il y a les autres pathologies. Et vous l'avez entendu, mais c'est peu de dire qu'un certain nombre de ces autres pathologies ont souffert de façon très conséquente de l'animation autour du Covid-19. Vous avez quelques chiffres ici pour illustrer que François Briquer a récolté. 70% de consultations annulées pour les maladies chroniques, baisse de diagnostic des cancers de 20 à 50%, retardés, donc des formes plus graves maintenant que l'on voit, retard de prescription, notamment pour les antihypertenseurs, manque de greffes, moins 91% de greffes, 2 fois plus d'arrêts cardiaques hors de l'hôpital et un excès de mortalité estimé que vous voyez ici de 5 à 10 000 patients jusqu'à 40 000 personnes. Alors, c'est difficile d'être cohérent, coordonné. Non, pardon, je veux bien qu'on laisse la courbe parce que je voudrais quand même vous montrer ces 2 courbes qui sont publiées tous les jours quand on écrit Coronavirus France sur Google. Donc, vous avez en haut la courbe des décès depuis le mois d'avril. Vous voyez bien sûr cette première vague avec un nombre de décès important, bien entendu. Et puis, vous voyez avancer juillet, l'été, septembre. Et puis, vous avez les chiffres au 10 octobre avec un nombre de décès qui réaugmente, mais qui réaugmente dans des proportions qui n'ont rien à voir, comme vous voyez sur cette courbe, avec ce qui s'est passé en avril pour l'instant, même si la réalité est que ces chiffres augmentent actuellement. Et sur la courbe qui figure en bas à gauche, en bleu, vous avez le nombre de cas, et ces 2 courbes figurent sur… on passe de l'une à l'autre. Quand on clique nombre de cas, nombre de décès, vous allez voir, c'est exactement ça. Et cette courbe bleue, elle est extrêmement difficile à laisser dans cet état parce que ce n'est pas les mêmes patients qui y sont représentés, ou plutôt c'est les mêmes patients qui y sont représentés, mais ils ne représentent pas la réalité, puisque en avril, vous voyez une courbe quasi vide, enfin plate, peu élevée. Tout ça parce qu'il n'y avait pas les tests et que les patients du mois d'avril ne sont pas les patients détectés positifs de la grande pente de septembre à octobre qui correspond à la diffusion massive des tests de diagnostic dans toute direction, mal contrôlés d'ailleurs, et concernant aussi les patients asymptomatiques. La suivante. Merci. Voilà, je vais finir avec quelques réflexions un petit peu plus lointaines. Je rappellerai l'avis 106 du comité d'éthique lors de la pandémie grippale que présidait à l'époque, vice-présidait Pierre Lecause. L'idée maîtresse dans ces situations pour aider à cette tension entre les enjeux individuels et collectifs, c'est un plan de lutte ne sera efficace que s'il est solidairement accepté par l'ensemble de la population. La suivante, s'il vous plaît. Des enjeux éthiques autour de la communication et l'information, très difficile, en faire trop peu. Une voie médiane avec une construction collective à travers des débats publics, ce qui est exactement ce que vous avez organisé aujourd'hui, de l'information graduée, diffusée progressivement, adaptable à différents publics. La suivante. Je vais passer le séminaire de maladies infectieuses émergentes et le rapport. La suivante, vous l'aurez dans votre diaporama. Merci. La suivante. Voilà. Les maladies infectieuses sont les compagnes constantes de notre vie. C'est le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Charles Nicolle, qui nous enseignait cela. Il en naîtra des nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes. Celles qui subsisteront ne se montreront plus sous les formes que nous leur connaissons aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et également ces réflexions sur une pandémie. Dans votre dernière diapositive, vous parlez de préparation. C'est peut-être le mot-clé.
est-ce que nous étions à la fois psychologiquement et matériellement, et cette question je la pose aussi bien à Corinne Lepage comme à Catherine Leport, est-ce que en début de cette année, nous étions à la fois matériellement, psychologiquement préparés à une épidémie de ce type-là? Comme vous nous montrez, ce n'est pas une épidémie très mortelle, même s'il peut y avoir des séquelles. On parle aujourd'hui de Covid chronique, mais malgré tout, est-ce que c'est ce problème de préparation finalement qui a fait que on a créé une certaine désorganisation de notre société, une désorganisation de notre système de santé, et que peut-être, alors que nous avions un plan pandémie grippale qui avait été imaginé il y a déjà plusieurs années, où on avait écrit un certain nombre de choses, il m'a semblé, moi, que ce plan pandémie, nous l'avons écrit pendant la pandémie. Et à titre personnel, depuis le mois de mars, au Conseil de santé publique, je participe à un certain nombre d'avis et j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on écrit ce plan au jour le jour, alors que peut-être on aurait pu avoir une préparation, en tout cas en début de cette année, quand on a appris que ce virus allait arriver et s'étendre. Alors peut-être quand il était en Chine, il était très loin, mais quand il était en Italie, il était plus proche. Et est-ce que vraiment étions-nous préparés à une pandémie aujourd'hui, par la force des choses, on s'y est préparé. Mais est-ce que vraiment on était préparé? Je pose cette question aussi bien à Corinne qu'à Catherine. Allez-y. Merci. Je pense que poser la question, c'est y répondre. Hein. Je pense, Fabien, que vous y avez répondu en la posant. On n'y était pas préparé du tout. Alors, je voudrais quand même là-dessus dire deux choses. Il se trouve que… On aura aussi l'avis de Catherine, hein, parce que… Vous m'entendez? Oui. En tant que député européen, j'ai vécu d'assez près l'affaire du H1N1. Et puisque j'étais co-rapporteur d'un rapport de la commission santé-environnement sur le sujet, tout simplement parce que nous avions été extrêmement perturbés par le fait que nous avions eu des avis exactement opposés de la CDC, c'est-à-dire de l'organisation qui prévoit, enfin qui est le Centre de prévention des maladies, et de l'Agence du médicament européenne. Exactement opposés, au contraire. Et la commission a écouté l'Agence du médicament et c'est le CDC qui avait raison. Bon. Ça, c'est l'histoire qui nous l'a prouvé. Et donc, ceci étant, nous avons à l'époque eu beaucoup de rapports et entre nos mains qui montraient que le risque pandémique, comme celui que nous vivons aujourd'hui, était quelque chose de tout à fait possible, voire probable. Quand, comment, on ne savait pas, mais ça allait venir. Donc, à ce niveau-là, je peux pas dire que j'ai été absolument éblouie par la manière dont notre organisation a prévu le coup. Premier point. Deuxième point, quand même, j'ai été très perturbée, je vais me dire que je n'ai pas de bol, je suis vraiment très perturbée par les déclarations de Madame Buzyn en mars au Monde, où elle nous dit « J'ai, dès décembre, été très interpellée par ce qui se passait en Chine parce que je connaissais Wuhan. Et j'ai prévenu le Premier ministre en janvier qu'il n'y aurait pas d'élection municipale en mars. » Alors, je me dis, c'est vachement bien de faire de la prévention, de la prévision sur les élections municipales, ça aurait été encore vachement mieux de se dire que c'était peut-être le moment de reconstituer un stock de masques et de commencer à s'occuper des tests comme les Allemands l'ont fait. Parce que si les Allemands ont géré la crise comme ils l'ont gérée, c'est parce qu'ils s'y sont pris beaucoup plus tôt que nous. Et de ce que j'ai pu lire, mais vous me direz peut-être le contraire, parce que vous en savez beaucoup plus que moi, de ce que j'ai pu lire, j'ai cru comprendre que les tests, ils avaient été stockés dès le mois de janvier. Donc, qu'est-ce qui nous aurait empêché, nous, de faire ça? Je pense une raison très simple, c'est des raisons budgétaires, une fois encore. C'est-à-dire que Bercy, je ne sais pas, je n'y étais pas et je n'étais pas une petite souris, je n'étais pas dans les
derrière la porte pour écouter ce qui se racontait. Mais de ce que je peux connaître un peu du fonctionnement du gouvernement, je suppose que Bercy a dit on n'a pas un rond à mettre là-dedans. Attendons donc de voir comment les choses vont se passer. Et puis, le cas échéant, on fera ce qu'il faut. Et je crains que ce soit ça qui se soit passé et que donc on ait en fait réagi qu'à partir de mars. J'ajoute que j'ai, alors ça c'est personnel, été saisie par pas moins de 3 entreprises fabriquant des masques en Chine au début du mois de mars qui voulaient vendre leurs masques. Je les ai mis en contact avec l'AP-HP, avec l'ARS et avec la ville de Paris, parce que je pouvais les mettre en contact de manière totalement désintéressée. Hein. J'avais rien à gagner ou à perdre dans l'opération, mais simplement leur dire, voilà, il y a ça qui existe, est-ce que ça vous intéresse? Ils n'ont même pas été honorés d'une réponse. C'était un moment où on nous disait que les masques étaient absolument introuvables, c'était des millions de masques. Alors peut-être c'était trop cher, peut-être c'était pas bien, je n'en sais rien. Enfin, j'avais vérifié que c'était des masques certifiés, ils étaient CE, et le prix m'apparaissait à l'époque correct. Voilà ce que je peux vous dire. Catherine, vous vouliez aussi réagir sur cette notion de préparation, quand j'ai parlé matériel, mais aussi psychologique. Alors, effectivement, vous nous avez parlé tout à l'heure de la préparation médicale par rapport à un risque émergent. Et c'était le sens en partie de votre présentation. Que pensez-vous finalement de ce peut-être défaut, absence ou difficulté de préparation? Alors, je répondrai d'abord en disant que il est inhérent à une maladie infectieuse émergente qu'elle nous surprenne. Par définition, elle apparaît dans les failles de nos systèmes complexes, des systèmes complexes de nos sociétés. Donc, premièrement, on sera toujours surpris. On n'évitera pas ça. Premier point. Deuxième point, ça n'empêche pas de se préparer. Et c'est vrai on peut toujours dire on aurait pu mieux faire. C'est-à-dire que quand on est en crise, comme vous avez dit, on fait des plans, on fait des réunions, on travaille dans l'intersectoriel, dans l'inter. Voilà, vous étiez il y a quelques jours à l'atelier de retour d'expérience sur la communication à l'interface des médias, des experts et des politiques. Toute cette animation qu'il y a est absolument essentielle. Hein. C'est du travail à faire ensemble. Peut-être on fait un petit peu plus intersecteur, interdomaine actuellement, je ne sais pas. Mais ce que l'on peut dire et qui est fondamental, je répète, c'est qu'on sera toujours désarçonné et que donc le point important, c'est de continuer de travailler une fois que la crise est passée. Voilà. Il faut continuer de travailler, pas au même rythme, mais il faut continuer de travailler. Il faut poursuivre la réflexion, les travaux, tirer les enseignements ensemble, etc. D'abord, ça a des débouchés qui sortent complètement du domaine des épidémies, possiblement, hein, les risques au sens large. Et puis, la deuxième piste, je dirais, c'est de travailler sur des démarches génériques, comme vous avez vu, on essaye de faire, pour être un tout petit peu mieux préparé. Voilà. Ceci étant, on sera toujours surpris, c'est, je répète, inévitable, ça. Tout à fait. Moi, je suis d'accord qu'on soit surpris, mais on avait quand même des signaux précédents. On a eu le SRAS en 2003, on a eu le MERS également comme coronavirus. Donc, on sait que cette famille de coronavirus vont aller se développer. Bon, mais nous, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'aller plus loin dans ces discussions. Mais en tout cas, c'est important ce que vous venez de nous dire.